l'invité de LC Première. Bonjour Grégoire Bernu. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le porte-parole du FPU. Et si les crises qui touchent la Calédonie commençaient à entrevoir un début de solution. On commence par le corps électoral. Demain s'achève la première étape de vérification des listes spéciales. Et là, surprise, à Doumbéa et Païtar, toutes les demandes de radiation ont été refusées. C'était le cas à la mi-journée d'hier pour Nouméa et peut-être pour le Mont-d'Or. J'ai envie de dire tout ça pour ça, Grégoire Bernu. Écoutez, ça correspond à l'absurdité de la situation, parce que quand même, entre 98 et 2015, on est passé d'un corps électoral glissant à un corps électoral gelé en 2007, pour finir par un corps électoral gelé aux inscriptions sur les listes entre 88 et 98 en 2015. Tout simplement, on ne peut pas faire dire trois choses différentes à une seule et même négociation. Donc, c'est tout à fait logique que ça se termine de cette manière. Cela dit, on pensait qu'avec la jurisprudence de la Cour de cassation, à laquelle l'État demandait de se référer désormais, les radiations seraient nombreuses. Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous ? C'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas de situations qui ont révélé l'absurdité des demandes de radiation, dans la mesure où un certain nombre de personnes qui devaient faire l'objet de radiation, il est facile de démontrer qu'elles étaient arrivées bien avant 98 et en l'occurrence qu'elles présentaient tous les éléments pour pouvoir voter aux élections provinciales et figurer sur les listes spéciales. Alors certains avaient même bel et bien voté lors du référendum de 98. Et puis surtout, les commissions n'ont pas vraiment pu enquêter. La CAFAT, la direction des services fiscaux ont évoqué une obligation de confidentialité pour garder leurs chiffres, garder toutes les précisions qu'on pouvait demander pour répondre donc aux questions des commissions. Les indépendantistes qui souhaitaient ces radiations vont avoir beau jeu, non, de dire que les commissions n'ont pas pu travailler, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que comme toujours en Nouvelle-Calédonie, comme on l'a toujours fait en Nouvelle-Calédonie, il faut adapter le droit. C'est bien ce qui va se passer dans les jours qui vont venir, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un projet de modification de la loi organique qui doit passer devant le Congrès dans les prochains jours pour qu'il émette un avis et qui partira ensuite devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. Donc c'est à cette occasion qu'il va falloir traiter le problème sur le fond pour arrêter justement toutes ces absurdités auxquelles on a assisté ces derniers jours, et il faudra que le politique prime sur le juridique. Nous, ça fait depuis un certain temps qu'on le dit. Pierre Frogier a même réclamé un comité des signataires l'année dernière pour traiter une fois pour toutes cette question, parce qu'on savait très bien que si on l'a traité sur le plan juridique, on ne faisait que reporter le problème à plus tard. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui avec tout ce que vous venez de me dire? Que c'est effectivement le cas. Donc il faut absolument traiter ce problème sur le plan politique pour adapter le droit en conséquence derrière. Et ça se passera a priori dans les prochains jours, puisque, comme je viens de vous le dire, le Congrès va exprimer un avis et derrière, ça va partir devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. J'ai envie de revenir un tout petit instant quand même sur cette obligation de confidentialité là, de la part des organismes qui étaient censés répondre aux commissions. Vous avez passé des consignes de silence aux administrations ? C'est plutôt l'impréparation totale dans laquelle tout ça s'est produit qui explique cette obligation de confidentialité, parce que a priori, je pense que les commissaires qui étaient chargés d'enquêter n'avaient pas peut-être réaliser les démarches pour savoir s'il était possible pour eux de récupérer ces éléments auprès des administrations concernées. Ils sont arrivés ici, ils ont un délai très court pour travailler. À partir du moment où ils s'occupent de cette problématique, ils y sont confrontés à ce problème. Donc voilà, il n'y a pas véritablement de consignes qui ont été passées. C'est simplement qu'ils n'ont peut-être pas préparé leur travail en amont. En même temps, il fallait s'en douter qu'un certain nombre d'éléments concernant des personnes physiques restent confidentiels. Bon, et puis rappelons que c'est qu'une première étape. Dès jeudi, les commissions auront encore jusqu'au 22 mars pour trancher les cas restants. Et c'est la phase des recours gracieux. Puis à partir du 23 mars, les éventuels recours devant le tribunal. Cette loi ce projet de révision de la loi organique, les indépendantistes aussi vont tenter de la modifier. Vous craignez pas une grosse crispation désormais ?
Non, puisque justement, ça va rejoindre probablement le deuxième sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit de dissocier ces grands sujets qui concernent la sortie de l'accord de Nouméa du fonctionnement, du fonctionnement quotidien des institutions comme le gouvernement, qui sont là pour régler les problèmes de la vie quotidienne des Calédoniens. Il faut effectivement que ces sujets qui génèrent des crispations soient traités dans des espaces dédiés par les élus du Congrès et par les signataires, puisque de toute façon, on sait très bien qu'à l'occasion de la sortie de l'accord de Nouméa, il y a un certain nombre de sujets, dont celui-là, le nickel et d'autres, qui vont faire l'objet de crispations. Il faut donc être capable de pouvoir dissocier ces sujets du règlement des problèmes de la vie quotidienne des Calédoniens et donc les traiter dans des espaces dédiés. Et vous parlerez toujours d'une seule voix pour cette problématique. En tout cas, les trois partis loyalistes vont se réunir ce matin pour travailler à un amendement de la loi organique qui clarifierait les choses. Vous allez rester unis comme ça, c'est sûr ? Écoutez, oui, c'est la raison pour laquelle on a réactivé le collectif, parce que vous voyez bien que malgré les difficultés qu'on rencontre par rapport à la crise au gouvernement sur les grands sujets, il est impératif que nous soyons unis parce que c'est la seule manière pour traiter efficacement de ce genre de problème. Donc là, nous, on a fait preuve de responsabilité, on a accepté de réactiver ce collectif, sachant que quand même, on a rappelé à Calédonie Ensemble que s'ils nous avaient écoutés depuis le début sur la modification de la composition des commissions administratives chargées d'établir les listes électorales spéciales, c'est-à-dire que rappelez-vous que Calédonie Ensemble, Philippe Gomez en particulier, demandait la modification de la loi organique pour qu'il y ait 2 magistrats, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la possible radiation des milliers d'électeurs. Donc oui, il a changé d'avis. Sauf qu'il a oublié au passage, si vous voulez, que c'est l'une des 2 raisons pour lesquelles il a considéré que nous n'avions pas été solidaires et qu'il a fait tomber le gouvernement derrière. Donc déjà, cette raison, elle est devenue nulle et non avenue, c'est-à-dire elle est devenue sans objet, elle a été vidée de sa substance. Donc aujourd'hui, pour faire preuve de responsabilité, il faut bien qu'on soit capable de se réunir sur ces sujets essentiels et c'est ce qu'on fait pour assurer les Calédoniens. Grégoire Bernu, le porte-parole du FPU, notre invité ce matin. Vous pouvez bien sûr, comme tous les jours, poser vous-même vos questions à mon invité au 258. Allez, on a parlé des non-indépendantistes unis. C'est peut-être moins le cas, bien sûr, pour ce qui est de la crise au gouvernement. Encore que, voilà que les loyalistes rencontrent les uns après les autres le groupe UC, FLNKS et nationalistes. C'était le cas hier pour Cynthia Léjard, pour le FPU. Donc aujourd'hui, ce sera au tour de Calédonie Ensemble, de l'UCF et du PALICA. Les choses bougent, selon vous ? Forcément, à partir du moment où on est capable de s'asseoir autour d'une table pour échanger, les choses bougent. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, nous, depuis le départ, on a essayé de réinstaurer un dialogue entre les non-indépendantistes. Donc on avait pris une initiative, on avait invité Calédonie Ensemble et l'UCF à venir autour de la table. Malheureusement, il n'y a que l'UCF qui était venu, donc on s'est retrouvé sans Calédonie Ensemble. De la même manière, je crois que l'UCF a pris la même initiative derrière et Calédonie Ensemble a toujours refusé de venir autour de la table. Donc à partir du moment où on nous propose de venir discuter autour de la table, en l'occurrence la proposition de l'UCF-LNKS, il était tout à fait logique que nous l'acceptions. Bon, là vous n'êtes pas encore tous ensemble, hein, mais vous êtes les uns après les autres. Oui, mais disons que ça permet de réinstaurer un dialogue. Alors, hier, on a principalement échangé sur la méthode, hein, et on est tout à fait d'accord sur un point, c'est que l'esprit de consensus doit rester au cœur du fonctionnement du gouvernement collégial, s'agissant de l'un des points d'équilibre essentiels de l'accord de Nouméa. Après, on en est au tout début, ça va prendre du temps, hein, parce qu'il y a un certain nombre de sujets. C'était la première réunion, donc voilà, il faut s'en tenir aux faits. Hier, c'était une première rencontre pour parler de la méthode. Elle va probablement en générer d'autres. Alors, c'est autour du fameux plan Ouamitan que vous avez débattu, de cette plateforme commune d'éventuel gouvernement d'unité calédonienne. C'est-à-dire qu'en fait, Pierre Frogier a adressé un courrier au Premier ministre Manuel Valls dans lequel il fait un certain nombre de propositions. Et donc, en réponse à Roch Ouamitan, en réponse à l'invitation de Roch Ouamitan, il a également rédigé un courrier au sein duquel il a synthétisé ses propositions. Donc, ce qui fait que nous sommes rendus hier à la rencontre du groupe UCF-LNKS sur la base des propositions formulées par Pierre Frogier. Et c'est
évidemment, sur ces sujets que nous avons échangés, encore que hier, effectivement, ça s'est limité à des échanges sur la méthode, puisqu'encore une fois, tout ça va prendre du temps et qu'il va falloir être patient pour aboutir sur quelque chose de concret, pour sortir de cette crise institutionnelle par le haut, c'est-à-dire pour qu'elle ne se reproduise pas demain. Il faut essayer de trouver une solution durable pour faire en sorte que les Calédoniens n'aient pas à subir dans 6 mois, 1 an ou 18 mois le même type de crise. Je vous propose d'aller du côté du standard. Benjamin est avec nous ce matin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Oui, moi, c'est pour répondre à ce monsieur-là. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Et Grégoire Bernu vous écoute. Monsieur Bernu, là, c'est eux les détracteurs du truc, le fameux... Machin, là, de solidarité à eux, là, qu'ils ont fait avec le... C'est pas Calédonie ensemble, hein? Le contrat de gouvernance solidaire, vous renvoyez donc la balle au camp FPU. Voilà, avez-vous une question particulière, parce qu'on ne va pas éternellement reparler des... Il faut travailler pour faire les grandes réformes. Eux, ils n'ont pas voulu faire les grandes réformes. Ils veulent toujours faire les politiques de privilèges, c'est toujours les positions, là. Les dominants, dominés, c'est toujours pareil. La Calédonie ensemble, il a essayé de mener des trucs un peu pour travailler un peu pour le pays, quoi, hein, pour mettre des gens comme par exemple Jean-Paul Dan. Je préfère encore 1000 fois qu'on mette Jean-Paul Dan, comme ça il va faire des trucs assez, et ça travaille un peu le nickel, et puis voilà, il va tomber dans le giron calédonien, quoi. Si c'est pour rester comme ça, pour faire des politiques de position, voilà, pour la sécurité, pour le fric, c'est moi, pour aller travailler pour le fric, pas la peine, hein. Merci Benjamin. Visiblement, Grégoire Bernu, on demande du concret. Si je résume un petit peu la réaction de Benjamin, on veut du concret et puis c'est une idée qu'on entend souvent de la part des Calédoniens. Vous le comprenez, ça? Je le comprends parfaitement. C'est d'autant plus vrai que nous partageons l'inquiétude des Calédoniens quant à la cherté de la vie et c'est la raison pour laquelle depuis un certain nombre d'années et même là plus récemment avec ce qui s'est passé récemment au Congrès, nous faisons en sorte que le projet de taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire de TVA, aboutisse parce que voilà le véritable outil fiscal qui permettra donc de rendre la vie un peu moins chère, tout simplement parce que il permettra de rendre les prix transparents. Et c'est d'ailleurs, je rappelle à ce monsieur, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas voté les réformes fiscales en fin d'année dernière, parce que on avait mis une réserve au bas de l'agenda partagé qui était de faire en sorte que la TVA soit mise en place au 1er janvier 2016. Or, on a constaté quoi? On a constaté qu'on assistait à un enterrement de première classe de la TVA puisque le dossier n'avait pas été ouvert et que tout ça prend du temps et qu'il faut effectivement travailler. Il fallait travailler dès la fin de l'année dernière pour être capable de mettre en place la TVA au 1er janvier 2016. Alors simplement, moi, pour dire à ce monsieur qu'il se rassure, c'est l'une de nos préoccupations majeures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on insiste autant sur la TVA? C'est qu'encore une fois, c'est un outil fiscal qui va permettre d'assurer des recettes pérennes à la collectivité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Nouvelle-Calédonie et ses collectivités, les provinces, etc., sont confrontées à des difficultés budgétaires. Donc la TVA va permettre en clair, de ramener de l'argent à ces collectivités. Et en parallèle, l'avantage, c'est qu'elle va permettre de lutter efficacement contre la vie chère, puisqu'aujourd'hui, avec le système des droits et taxes à l'importation, les Calédoniens, en fait, ils payent leurs impôts quand ils vont faire leurs courses, parce que les droits et taxes à l'importation qui sont dans les prix, les opérateurs, ils pratiquent leur marge dessus, tout simplement parce qu'ils peuvent pas les déduire. Et qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, alors que Calédonie Ensemble avait appelé la population à descendre dans la rue il y a 2 ans à l'occasion des manifestations de l'intersyndicale? Qu'est-ce qu'ils ont fait Calédonie Ensemble? Ils ont voté la contribution, enfin ils ont fait voter la contribution calédonienne de solidarité qui rend la vie encore plus chère. Pourquoi? Parce qu'elle vient ponctionner le pouvoir d'achat des Calédoniens en diminuant leurs revenus. Donc c'est bien ça qu'on est en train de dire. C'est que nous, c'est pour répondre à ce monsieur, nous on préfère être franc et tenir nos positions plutôt que de dire tout et son contraire, parce qu'on ne peut pas se présenter comme les grands défenseurs de ceux de nos compatriotes qui sont dans le besoin et faire voter des textes qui leur ponctionnent encore plus leur pouvoir d'achat derrière. On peut pas dire tout et son contraire. Justement, alors Grégoire Bernu, restons un instant dans ce chapitre de la fiscalité. Il y a 5 grands chapitres en fait dans le plan Ouamitan qui était présenté il y a quelques jours. Projet éducatif, identité kanak, formation professionnelle et bien sûr service civique. Sur tout ça, on imagine assez facilement qu'on puisse trouver un accord. En revanche, il y a un 5e volet
dans ce plan, la fiscalité. Vous pensez sérieusement pouvoir trouver un accord là-dessus avec des hommes qui se réclament clairement de la gauche ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien le débat dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il s'agit de constituer une plateforme minimale pour s'occuper des problèmes quotidiens de la vie des problèmes de la vie quotidienne des Calédoniens. Et vous auriez du minimal sur la fiscalité ? Sur les réformes fiscales, en ce qui concerne la TVA, on sait déjà, avant la réunion d'hier, qu'il est possible de s'entendre avec les partis indépendantistes, puisque rappelez-vous le projet de TGA, parce que c'est la TVA, c'est la même chose, qu'on a porté à la mandature précédente et qui a malheureusement échoué parce que Calédonie Ensemble a réussi son coup. Et ben ce projet de TGA, il était également porté par les indépendantistes. Donc alors vous voyez pour une taxe à la valeur ajoutée, ça pourrait coller avec les indépendantistes et votre groupe FPU. Maintenant, avec Calédonie Ensemble, ça veut dire qu'on fait une croix sur cette idée de convaincre Calédonie Ensemble ? On fait jamais une croix quand on fait de la politique, parce que c'est bien ça l'idée. L'idée, c'est de toujours essayer de convaincre. Simplement, on a quand même vécu ces 6 derniers mois une expérience douloureuse, dans le sens où on a essayé de travailler avec eux et qu'ils ont toujours essayé de nous imposer tout. Dès le départ, dans ce fameux contrat de gouvernance solidaire, ils nous ont pris de haut et ils ont tout fait pour que ça ne marche pas, en clair. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé à émettre quelques réserves, notamment sur la fiscalité, ils nous ont fait comprendre qu'on n'avait pas le droit au chapitre parce qu'on n'était pas assez nombreux et qu'ils étaient les plus forts. Et ça s'est terminé comme vous le savez. Donc voilà, moi demain, si on est capable à nouveau de discuter avec Calédonie Ensemble sur la fiscalité ou sur tout autre sujet, ce sera avec plaisir qu'on le fera, parce qu'on n'est pas là non plus pour travailler les uns contre les autres. Ça semble assez mal parti, si je puis me permettre, de trouver un accord à 11. Vous allez accepter un accord à 6, vous qui avez tant de fois parlé de consensus et de travailler dans la collégialité. Vous pensez qu'on comprendrait un accord à 6 ? C'est-à-dire un accord à 6 dans le cadre de la constitution du nouveau gouvernement. Voilà. C'est-à-dire que le problème d'un accord à 6, si ça se fait à 6 contre 5, on va pas résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on va encore une fois reporter le problème à plus tard. C'est bien ce que Pierre Frogier a expliqué dans le courrier qu'il a adressé au Premier ministre Manuel Valls, c'est dans sa réponse qu'il a adressée à Rocco Amitan. C'est-à-dire que si demain une solution est trouvée pour élire un président du gouvernement à 6 contre 5, ça veut dire que l'esprit de consensus qu'on doit rechercher constamment ne sera pas au rendez-vous et que le problème qu'on rencontre actuellement se reproduira d'ici les prochains mois, malheureusement. Stéphane est en notre compagnie également ce matin. Bonjour Stéphane, pardonnez-nous de vous avoir fait attendre. C'est pas grave. Merci. Bonjour Monsieur Vernu, ma question est simple. En réunification des loyalistes, c'est un petit peu ce que les Calédoniens souhaitent. Combien de temps le Front National et le Rassemblement Bleu Marine sera écarté des discussions des loyalistes? Merci Stéphane. Tiens, revoilà le Front National. Combien de temps le Front National et le Rassemblement Bleu Marine sera écarté des discussions loyalistes? Je pense pas, pour rassurer notre auditeur, qu'aujourd'hui il y ait une véritable volonté de part et d'autre d'ailleurs, mais là à la limite je parle plus pour nous, qu'il y ait une véritable volonté d'écarter absolument le Front National. Le problème, si vous voulez, en toute humilité, le Front National aujourd'hui n'est pas représenté au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et sur tous ces grands sujets, bien évidemment qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice et discuter avec les différents partis politiques qui constituent le Congrès, mais dans le cadre de nos discussions qui ont lieu autour de la sortie de l'accord de Nouméa et qui donc concernent les élus du Congrès et les signataires des accords, il n'y a pas de membres du Front National. Ça ne nous empêche pas, pour rassurer cet auditeur, de participer à des rendez-vous avec le Front National pour qu'ils puissent exprimer leurs idées et faire part de la volonté des électeurs qu'ils représentent. Allez, 2 mots très vite, ce sera la fin de cette rencontre sur la mine, avec cette inauguration de la 2e ligne de production de l'usine SMSP POSCO de Gwangyang en Corée. Si vous aviez été invité, vous y seriez allé ?
Non, je pense pas. En fait, de toute façon, la question ne se pose pas. Je n'aurais pas été invité puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été évincé manu militari de la STCPI, tout simplement parce que on a posé des questions au sujet de Monsieur Julienne que Monsieur Dang et Monsieur Gomez voulaient envoyer représenter la Nouvelle-Calédonie au conseil d'administration d'Eramet. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles sur ce sujet. Ce serait intéressant de creuser parce qu'on ne sait toujours pas si Monsieur Julienne représente les intérêts de la Nouvelle-Calédonie au conseil d'administration d'Eramet. Maintenant, sur cette question, il vaut mieux garder de la distance pour pouvoir rester libre et indépendant et pouvoir exprimer un certain nombre de réserves sur ce sujet, parce qu'encore une fois, nous, en ce qui nous concerne, on ne peut pas nous taxer de malveillance à l'égard de la SMSP, puisque c'est quand même Pierre Frogier qui, au comité des signataires d'octobre 2013, a mis sur la table le sujet de l'approvisionnement de NMC, donc de la SMSP, par la SLN en minerai pour permettre à la SMSP d'honorer ses engagements en Corée. Simplement, nous, on exprime un certain nombre de réserves, vous les connaissez, c'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'une grande partie de la valeur ajoutée tirée de la transformation du minerai calédonien reste en Corée, sur la base d'éléments tangibles, et qu'à partir du moment où on exprime ces réserves, on souhaite obtenir des réponses qu'on a énormément de mal à obtenir, malheureusement. Grégoire Bernu, porte-parole du FPU, était donc notre invité ce matin. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc, bien sûr. Merci Grégoire Bernu d'avoir été des nôtres. Merci.